Voilà, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Patrick Kanga est notre invité de ce soir. Notre invité est rapporteur du bureau politique du PPRD et aussi chargé de la jeunesse de l'équipe de campagne du candidat Ramazani. Voilà donc, ce soir, il sera question, bien entendu, de l'activité politique, le processus électoral et ce soubresaut. Si hier, Genève était à la une, aujourd'hui, c'est le discours programme du candidat FCC qui est donc à la mode. Et c'est autour de ce discours que va essentiellement tourner notre débat de ce soir avec l'invité. Merci Patrick Kanga d'être là ce soir avec nous. Hier, on vous a vu très nombreux dans la salle, écoutant attentivement le programme du candidat Ramazani Chadari. Alors, en suivant ce discours, on a l'impression que, comme ça a été dit d'ailleurs, par lui-même, il s'agissait là d'un discours, d'un programme de continuité de Joseph Kabila, dont on dit par vos adversaires qu'il n'a pas de programme donc à défendre, il n'a pas de bilan à défendre. Alors, dans ce sens-là, est-ce que cela signifie que Ramazani vient perpétuer, si vous voulez, l'échec? Merci. D'abord, vous avez fait une présentation, vous avez dit chargé de la jeunesse de la campagne. D'abord, il faut préciser, au niveau de l'équipe de jeunesse de la campagne, il y a un coordonnateur qui est l'honorable Zoé Kabila. Et c'est sous sa coordination que nous travaillons au niveau de l'équipe chargée spécialement de la jeunesse. Merci pour la précision. C'était une petite précision. Alors, la continuité de l'échec. Alors, d'abord, il faut se poser la question. Où est l'échec et qui a échoué? Lorsque l'on dit la continuité, c'est la continuité dans les progressions. C'est la continuité dans le succès. Parce que souvent l'on dit que le succès dépend de la continuité de l'effort. On ne peut pas avoir un succès si on ne s'inscrit pas dans une persévérance dans l'effort. Le président Joseph Kabila hérite d'un pays où le budget est à peu près à 300 millions de dollars. Il hérite d'un pays divisé. Mais il réunit les 3 R. La réunification, la reconstruction et le rassemblement par rapport à notre pays. Il lui fallut d'abord que nous puissions réunifier, nous puissions reconstruire, que nous puissions nous mettre ensemble. Cela n'était pas le cas avant qu'il soit au pouvoir. Lorsque l'on dit que le président, le futur président de la République, qui sera certainement élu, notre candidat du FCC, s'inscrit dans une forme de continuité, ça veut dire qu'il s'inscrit dans la continuité des efforts, dans la continuité de la progression. Depuis que le président Joseph Kabila est là, nous n'avons jamais connu de taux de régression, que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes d'indice de développement humain, que ce soit en termes de taux de croissance, et ce depuis 1960, nous n'avons jamais connu de régression, donc des reculs ou de chiffres négatifs. Nous avons connu des évolutions, mais les évolutions qui ont été faites lors du mandat du président Joseph Kabila se situent notamment sur base de l'héritage qu'il a eu. Lorsque vous héritez d'une situation calamiteuse, lorsque vous êtes un héritier malheureux, à qui vos parents ne vous lèguent rien, même pas une seule maison, même pas une maison dans un quartier périphérique de Kinshasa, et que vous en arrivez par l'effort, par le travail, par l'abnégation, à léguer, vous, à vos enfants, quelques maisons dont vous êtes propriétaire, personne ne peut dire que vous avez échoué. Mais quand M. Donc, Ramazani lui-même dénonce l'impunité, la corruption, la fraude, le clientélisme, mais tout ça, ce sont des problèmes qui minent la société. La continuité, c'est donc s'inscrire dans la persévérance, dans la continuité de la progression et des efforts qui ont été diligentés. Lorsque notre candidat déplore l'impunité, lorsqu'il parle de la fin de trafic d'influence, lorsqu'il parle de la fin de la corruption, du coulage de recettes, est-ce que vous pensez que ces mots n'ont pas été dits par le président Joseph Kabila? Le président Joseph Kabila, lors de son dernier point de presse, lorsqu'on a demandé quel a été ce qu'il peut considérer comme un échec, il a dit « Je n'ai pas su transformer l'homme ». Or, dans le centre du développement d'un État, il y a d'abord l'homme. C'est le premier acteur du développement. Lorsqu'on parle de la corruption, lorsqu'on parle du coulage de recettes,
Lorsqu'on parle de trafic d'influence, qui sont au centre de ces actions? C'est l'homme. De quel homme avons-nous hérité depuis l'indépendance? Quel homme congolais s'est construit durant 32 ans, durant 40 ans? Quels sont les usages que nous avons hérités? Comment se comporte le fonctionnaire? Comment se comporte le policier? Comment se comporte le DG, le ministre congolais? On a évolué dans un environnement qui a laissé des habitudes, qui nous a emmenés dans des stéréotypes de fonctionnement, et il faut s'en départir. On a pensé changer la il faut s'en départir. Le président Joseph Kabila l'a dit, il a même été plus fort en disant qu'il fallait un renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique ne veut pas dire remplacer les vieux par les jeunes, mais ça veut dire faire la politique autrement. Et voilà pourquoi le candidat Emmanuel Shadari a relevé toutes ces difficultés qui sont des gangrènes, et ces gangrènes devront être éradiquées pour que nous poursuivions l'effort et que nous puissions doter à notre pays, le remettre dans sa place géostratégique, comme le candidat a eu à le dire dans son 4e axe. Un discours en 4 articulations, hein, donc on va y revenir. Était-ce là un discours réaliste ou bien un discours de propagande politique? C'est un discours totalement réaliste. C'est un discours qui est fait par quelqu'un qui connaît l'État. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe de nu. Nous avons des gens qui ont fait des présentations de budget sans nous donner d'où est-ce qu'ils allaient tirer les ressources de ce budget. Nous avons l'avantage de connaître l'État, de connaître où sont les difficultés. Nous avons l'expérience de connaître où sont les avantages. Actuellement, le président Joseph Kabila lègue à la postérité des fondements sur base desquels nous pouvons évoluer mieux que lui dans les mêmes circonstances il y a plus de 10 ans. Il y a des réformes qui ont été faites au niveau des assurances. Il y a des réformes qui ont été faites au niveau de l'énergie. Il y a des réformes qui ont été faites au niveau du code minier. Il y a des réformes qui ont été faites au niveau de la sous-traitance. Toutes ces réformes concourent à donner des bases solides pour que nous puissions avoir la prétention d'avoir plus d'argent, plus de moyens et la politique de nos moyens et de nos ambitions. Mais la répercussion sur le terrain ne se fait pas beaucoup sentir, malgré tout ça, puisque ce qui intéresse le commun des mortels congolais, c'est ce qui tombe dans ses mains, dans son assiette, sur la table. Non, on ne peut pas dire ça, parce que si nous allons sur le tableau rémunératif, nous n'allons pas dire que les salaires de fonctionnaires a été statique depuis que le président Joseph Kabila est au pouvoir. Il a évolué? Il a évolué. Pas de manière significative. Et il a évolué. Il a évolué sur base du contexte socio-économique dans lequel nous étions. Le président a eu à faire ses efforts. Le candidat président de la République partant sur des meilleures bases, dit renforcer ses efforts donc, en améliorant le côté rémunératif des fonctionnaires, des enseignants, avec un budget plus conséquent dans le secteur de l'éducation, parce que, étant un pays stratégique, il a évoqué l'économie de la connaissance, nous devons renforcer notre éducation. Donc, nous partons sur des bases aujourd'hui plus solides pour renforcer notamment le volet social, qui est le 2e axe stratégique qui a été évoqué par notre candidat. Alors, la plupart des points évoqués par M. Ramazani, on a l'impression que c'est du déjà entendu. Est-ce qu'il y a eu quelques éléments, vous avez pu relever quelques éléments d'originalité par rapport à d'autres discours des candidats? Je pense que tout a été original. Vous avez entendu plusieurs candidats qui se sont exprimés avant lui. Ils n'ont pas parlé du renforcement du rôle géostratégique de notre pays en évoquant notamment les questions environnementales. Aujourd'hui, au cœur des aspects stratégiques liés à l'environnement, notre pays est appelé à jouer un rôle important, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et cette question n'a pas été évoquée. Et juste par rapport à ces questions environnementales, la RDC peut rafler énormément de moyens par rapport à ces politiques qui doivent être menées. Donc il a évoqué des questions spécifiques avec des détails on ne peut précis. Ce n'était pas un chapelet d'intentions, c'était des faits qui vont être perpétrés par des personnes qui connaissent ce que c'est que la gestion de l'État. 86 milliards, donc qui nous présente là comme budget pendant 5 ans. En fait, ce chiffre n'est pas très différent de ceux avancés par Tshisekedi ou Kamere, que je sache. Mais il faut faire attention entre la déclamation et la faisabilité. Ouais. Nous n'étions pas, nous, dans un récital. On n'était pas dans un récital.
lorsque vous êtes dans la déclamation, vous pouvez dire « je vais faire un budget de 6 milliards, de 90 milliards ». Monsieur Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il est toujours candidat, n'a pas d'expérience de la gestion de l'État, n'a jamais géré l'État. Et je pense que c'est même un des critères qui a eu à être en sa défaveur lorsqu'ils ont été à Genève. Vous ne pouvez pas nous comparer à lui. Lorsque le candidat Emmanuel Ramazani Shadari parle de 86 milliards de dollars de budget en 5 ans... Sur base de quel agrégat c'est ça, justement. Est-ce un chiffre qui est tombé comme ça? Il n'est pas tombé du ciel. Il a donné les ressources sur base desquelles nous pouvons atteindre. Il y a des ressources propres, il y a le partenariat public-privé, il y a des grands projets tels que Inga, qui à eux seuls peuvent produire déjà près de 14 milliards de dollars. Il y a plusieurs ressources qui sous-tendent cette volonté. Mais il y a aussi les bases des réformes qui ont été diligentées par le président Joseph Kabila. Si nous sommes partis de 300 millions de dollars en 2001 pour 5,6 milliards aujourd'hui, à un moment on a même pu atteindre 7 milliards de dollars. Si nous sommes partis de 300 millions de dollars, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas partir de 5 milliards par an? Parce que lorsque vous parlez de 6 milliards, c'est comme si le budget a été statique. Il faut additionner les 6 milliards pendant les 5 ans avec l'évaluation qu'il y a eu. Si nous avons pu partir de 300 millions en termes de progression, je ne vois pas pourquoi est-ce que le candidat du FCC ne va pas s'inscrire dans les mêmes progressions. Mon père m'a toujours dit qu'une famille normale n'existe que lorsque le fils fait mieux que le père. Donc, ne vous étonnez pas que le candidat Emmanuel Ramazani Shadari, de par l'héritage plus solidifié qui lui est légué par le président Joseph Kabila, puisse faire mieux. Oui, ce serait la continuité. 86 par milliards, excellence. il va compter sur quoi? Sur les minéraux ou sur la diversification de l'économie? Le code minier qui a été réformé et promulgué par le président de la République octroie au gouvernement de la République on ne peut plus de moyens que cela n'avait été le cas jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est l'un des éléments. Il a parlé du coulage de recettes, il a parlé de la lutte contre la corruption. Il y a autant des milliards de dollars qui échappent au contrôle de l'État. Et lorsqu'on parle de la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, c'est notamment pour ramener vers le trésor public ce qui est entre les mains de certains privés, vers eux. Alors, le chômage, il promet une affaire de 100 000 emplois. Est-ce que ce n'est pas un rêve quand même? 100 000 emplois, ça c'est dérisoire. Il ne parle pas de 100 000 emplois de manière générique. Il parle de 100 000 emplois rien que dans le secteur du tourisme. Il faut que ce soit précis. Parce que nous avons vu quelques jeunes qui s'aventurent à faire la politique parler de 100 000 emplois comme si nous avions parlé de 100 000 emplois de manière générale. Non, c'est 100 000 emplois au niveau du tourisme parce que le tourisme est un secteur porteur de recettes. Et un pays comme la RDC, qui est doté de plusieurs zones touristiques, que ce soit à Tanganyika, que ce soit à Goma, que ce soit au Katanga, au Bas-Congo, à Kinshasa, nous devons réglementer ce secteur. Il a même parlé d'une académie qui sera spécialisée dans le secteur du tourisme pour professionnaliser ce secteur. Et les 100 000 emplois qui seront régentés proviendront de ce secteur spécifiquement. Oui, mais pourquoi ne pas compter, le tourisme est mieux, mais pourquoi ne pas compter également sur la promotion de la PME, de l'initiative privée, exact. En fait, qui sont des générateurs. Mais je pense que lorsque le candidat président de la République a parlé de comment éradiquer les tracasseries administratives pour améliorer davantage le climat et le secteur des affaires, c'est notamment dans le but de favoriser les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, notamment en faveur des femmes et des jeunes. Dans un environnement peu propice aux investissements. Non, le milieu n'est pas aussi défectueux que cela. Il y a plusieurs efforts qui ont été faits par le président Joseph Kabila pour améliorer le climat des affaires. Sinon, nous n'aurions pas la floraison d'entreprises privées que nous avons dans ce pays, ce qui n'a jamais existé auparavant. Donc, il y aura cette volonté de continuer. Et je pense que ce qui a été évoqué par le candidat, notamment en termes d'éradication de tracasseries administratives, favorisera davantage l'investissement privé. Bon, alors, je reviens également sur l'État que nous avions évoqué tout à l'heure, l'impunité, la corruption, le clientélisme et tout ça. En fait, en évoquant tous ces mots, est-ce que ce n'est pas une façon de reconnaître implicitement que le système actuel en fait, est caractérisé par tout ça? Cher aîné, Oscar, écoutez, vous pensez que le fonctionnaire de l'État
qui est en ce moment à Kasumbalesa, en train de se faire corrompre, a reçu un coup de fil du président Joseph Kabila qui lui a demandé de prendre 5 000 $ indûment. Vous pensez que le fonctionnaire qui est en ce moment en train de mettre en place un document frauduleux a reçu l'appel du Premier ministre ou du ministre des Finances pour l'exécuter? La corruption est une gangrène sociétale qu'il faut extraire. Il y a des habitudes auxquelles nous nous sommes habitués, c'est une tautologie, nous nous sommes ancrés, nous devons nous y extirper très vite. Ce n'est pas une gangrène politique attribuée à un camp et pas dans un autre camp. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement d'union nationale. Il y a des membres de l'UDPS, il y a des membres de presque tous les partis. Ce sont des faits sociétaux et qu'il faut extraire. Donc lorsque nous reconnaissons cela, ce n'est pas une forme de faiblesse, c'est du réalisme politique face aux difficultés auxquelles nous avons fait face durant la gestion, et nous allons poursuivre cette volonté jusqu'à ce que nous ôtions et que nous éradiquions, en tout cas dans des proportions significatives, la corruption dans les habitudes, dans le chef de chacun de Congolais. Oui, mais il y a une autre épine sous les pieds de tout ça. L'insécurité. En fait, il a parlé du renforcement de l'autorité de l'État et tout ça, mais quand même on sait qu'il y a des partis qui ne sont pas en fait sous les contrôles donc de Kinshasa aujourd'hui. Prenez par exemple ce qui se passe dans l'Est, avec tout ça comme insécurité. Pas dans l'Est, à Béni, précisément. Territoire. Et les groupes armés un peu par-ci par-là. Mais comment, quelle magie va-t-il opérer pour éradiquer tout ça? Il n'y a pas une question de magie. Nous venons des situations sécuritaires très difficiles. Nous avons connu le brassage, nous avons connu le mixage. Nous venons d'abord d'une juxtaposition des forces armées. Il lui fallu beaucoup de travail pour qu'aujourd'hui nous ayons la 10e armée la plus puissante d'Afrique. Le classement est récent. Donc c'est pour dire qu'il y a eu d'abord des efforts prioritaires qui ont été faits par le président Joseph Kabila pour doter son pays d'une sécurité à la dimension de ce que nous représentons stratégiquement. Les forces armées de la République démocratique du Congo aujourd'hui est une force sur laquelle nous pouvons compter et nous pouvons dormir sur nos lauriers. Au niveau de Béni, ce n'est pas une insécurité de manière généralisée. Ce qui se passe à Béni, c'est du terrorisme. Et le candidat président de la République, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, a eu à répéter cela lors de son mot hier. Terrorisme, terrorisme et terrorisme. Il faut que nous puissions l'accepter. Il faut qu'au niveau de la communauté internationale, ils puissent accepter que la RDC fait face au terrorisme. Au même moment, de la même manière qu'ils sont solidaires avec ce qui se passe avec les Boko Haram au Cameroun, au niveau du Nigeria, au niveau du Tchad, au niveau du Niger, de la même manière, ils doivent être solidaires avec ces terroristes qui viennent troubler la paix de nos concitoyens au niveau de Béni. Ce n'est pas une insécurité généralisée, c'est une forme de guerre asymétrique pour laquelle nous avons besoin de la solidarité et de la population et de nos partenaires au niveau international. Mais à 90%, le territoire congolais se trouve dans une paix relative, donc il n'y a pas un espace du territoire qui échappe au contrôle du gouvernement congolais. Il avait été ministre de l'Intérieur, mais en fait... oui, lorsqu'il a été ministre de l'Intérieur, il y avait la problématique de Kamwana Sampou qui était en train de prendre des proportions assez inquiétantes. Et j'ose croire qu'il a fait preuve d'une grande souplicité dans la résorption de cette problématique. Oui, justement, puisque vous parlez de ce qui s'est passé au Kassai, le phénomène Kamwana Sampou. Alors là, je vous plonge sur le plan diplomatique. Comment va-t-il développer des relations avec l'Occident aujourd'hui, lui qui est sous les coups des sanctions internationales? Il a parlé, ce n'est pas une affaire personnelle, ce sont d'abord des sanctions injustifiées, des sanctions qui ont été sous-tendues par une volonté du pouvoir à vouloir mettre à mort la démocratie, alors que nous faisons vivre la démocratie. Aujourd'hui, le président Joseph Kabila a donné l'exemple démocratique que plusieurs de ses pairs au niveau de la sous-région n'ont pas eu à faire. Il y a eu plus de procès d'intention que des faits. Et aujourd'hui, c'est assez même honteux que l'Union européenne puisse garder ces sanctions qui ne sont pas fondées sur des faits avérés et sur des faits objectifs. Alors s'il est élu demain, il va contrôler... Il sera président de la RDC s'il est élu. Oui. Ce qui importe, ce sera d'abord de s'occuper... Ce qui importe, ce sera d'abord qu'il soit
le représentant des Congolais. Ce qui importe, ce sera d'abord qu'il rencontre les desiderata des Congolais. Et le Congo, la RDC, est un pays important. Et ceux qui voudront dialoguer avec le Congo devront respecter. Parce que hier, le candidat a eu à parler de respect. Le président Joseph Kabila a eu à parler plusieurs fois de la dignité. Je pense qu'ils devront respecter les autorités congolaises. Et ce sera à eux de voir s'ils pourront faire sans la RDC. Et si cela n'est pas fait? Il va continuer d'exister. Nous ne vivons pas pour l'Union européenne. Dans un les cercle, autorités... Dans un cercle fermé? Pas fermé, il venait d'effectuer un voyage en Afrique du Sud. Il venait d'effectuer un voyage en Namibie. Ce ne sont pas des appendices de la RDC. Non, faut pas ce sont des pays étrangers. Je pense qu'au niveau même de l'Union européenne, il y a des gens plus objectifs, il y a des gens plus neutres. Et je pense que cette question est en étude au niveau de l'Union européenne. Il y a certainement une branche plus néocolonialiste qui pense que le Congo demeure ad vitam aeternam une appendice de leur pays et qui ont milité pour ces sanctions. Mais ils ne sont pas la voix unique de l'Union européenne. Il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent et qui ne partagent pas ce point de vue. Et cette question n'est pas une question qui va s'éterniser. Alors, ça ne va pas s'éterniser, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que cache cette phrase qu'il a prononcée dans la salle quand il dit « je chemine vers la magistrature suprême ». En fait, sur quelle base avait-il fondé cette affirmation? Mais nous allons aux élections. Oui. Il concourt à quoi? À la magistrature suprême. Je chemine. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Il n'a pas dit qu'il allait prêter serment. Il a dit je chemine. Donc j'emprunte le chemin qui emmène. Et ce chemin, c'est l'élection. Ce chemin, c'est l'élection. Ça dit sans obstacle. Ça veut dire qu'il chemine en empruntant le chemin démocratique qu'est l'élection, conformément à l'article 5 de notre Constitution. Donc ce n'est pas une assurance exagérée, même s'il se doit d'être rassurant et assuré, parce que porté par une famille politique suffisamment compacte et disciplinée, il a l'avantage d'avoir pour principal conseiller quelqu'un qui a géré ce pays pendant 17 ans. Ça en manque du côté de l'opposition. Et vous avez vu qu'à 7, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Le chef de l'État va se lancer dans la campagne, dans tout ça? Pourquoi pas? Vous avez vu Barack Obama battre campagne pour Hillary Clinton? Pourquoi pas? Le président de la République est un légaliste. Attendez voir la campagne officielle. Vous verrez si le président ne va pas prononcer un mot en faveur du candidat qu'il soutient à plus de 2000%. D'accord, mais il sera sur le terrain. Pourquoi pas? En train de battre campagne. C'est possible. C'est possible, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il a un camp politique, le chef de l'État. Il a une famille politique, comme le président Obama a une famille politique, comme le président Hollande avait une famille politique. Et il va défendre notamment sa famille politique. Ce n'est pas un fait proscrit par notre Constitution. Il ne sera pas accusé d'utiliser les moyens de l'État. Lorsque le président Barack Obama a retroussé ses manches pour battre campagne pour Hillary Clinton, avait-il été accusé d'utiliser les moyens de l'État? Pourquoi vous voulez être plus démocratique que ceux mêmes qui ont créé cette démocratie? Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Il a un candidat, c'est pas Félix Tshisekedi, c'est pas Martin Fayulu. Le candidat que le président Joseph Kabila soutient s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. C'est très clair. Dont on dit qu'il n'a pas une base suffisamment solide. Sa base, c'est la RDC. Il a des équipes solides. Il a été 2 fois élu au Maniema. Comment pouvez-vous dire d'un député national élu 2 fois qu'il n'a pas de base? Alors que ceux qui sont en face de lui, il y a d'autres qui n'ont jamais été élus. Il y a d'autres qui ont été élus par patronyme. Écoutez, il y a d'autres qui ont été élus avec des voix un peu plus minimalistes. Ce qui se passe dans l'opposition, en fait, vous enchante? Ben non, parce qu'on les connaît. Vous les connaissez comment ça? On sait que c'est ce qu'ils sont. C'est-à-dire? Ils n'ont rien à proposer, c'est du vent. C'est des gens qui en pensaient pendant plusieurs moments. Ils ont fondé leur discours sur Kabila dégage. Pas de 3e mandat, c'était ça leur discours. Ils pensaient que le président Joseph Kabila n'était pas un démocrate et qu'il vendait du vent lorsqu'il disait qu'il respecterait la Constitution. Le jour où on annonce la candidature de notre candidat, ils sont déboussolés, ils n'ont pas préparé un discours alternatif. Et jusque tout ce qu'ils font là, c'est du bégaiement, des atermoiements, ils n'ont pas de programme.
Ils ont vendu du vent, Genève, Afrique du Sud, pour accoucher d'une très belle souris. Et aujourd'hui, ils donnent un spectacle enfantin, puéril, à toute la population congolaise, et même à leurs militants. Aujourd'hui, nous avons des demandes d'adhésion qui ne cessent d'exploser, des militants du Rassemblement, de l'UDPS. Ils veulent tous quitter ce parti, parce qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas d'espoir. Et c'est cela le sens de la phrase « Je chemine vers la magistrature suprême ». Écoutez, on est un peu plus rassurés. La population nous a demandé de le prendre carrément, parce que d'autres ont même dit qu'il fallait même plus qu'il y ait élection. Ça n'en vaut plus la peine. Mais, alors, voyez un peu ce qui s'est passé à Genève, signature, et puis reniement par après. Bon, c'est un manque de leadership. Qu'est-ce que ça vous a inspiré tout ça? On les connaît, on n'est pas surpris au fait. Ceux qui sont surpris, c'est les gens qui leur faisaient confiance, malheureusement. Il y a toujours des gens qui font confiance. Nous, on les connaît. Se rébiffé, l'UDPS s'est rébiffé depuis des années, depuis l'époque Mobutu. Là, on avait des discussions avec l'INSS. Ils donnaient tantôt un point de vue d'accord pour le dialogue, tantôt ils n'étaient pas d'accord pour le dialogue, tantôt l'UDPS a toujours été dans cette constance. Ça traduit un manque de leadership. C'est tout ce qu'on peut dire, un manque de leadership, un manque de sérieux. Et ce qui est plus grave dans tout ça, c'est que nous voyons des Congolais qui soient à l'étranger pour des raisons multiples, on le concède. D'autres y vivent, d'autres y ont la famille. Mais de voir que des Congolais, à 7, pour se mettre d'accord, il faille qu'il y ait un monsieur avec des cheveux blancs, avec un teint un peu plus clair, pour qu'il leur dise ce qu'il faille faire. Et j'ai suivi le président Félix, président de l'UDPS, qui dit non, j'étais fatigué, après 24 heures, les conditions dans lesquelles nous étions, j'ai quand même fini par signer. Je ne sais pas s'ils étaient enfermés dans des chambres d'hôtel, si on leur avait ravi le téléphone, pour des gens qui veulent concourir à la magistrature suprême du pays de Lumumba. C'est très grave. Et c'est des gens qui ne méritent aucun respect de notre population. Quelqu'un me disait hier que c'est la politique de Kinshasa de diviser pour régner. Que nous avons divisé, ils n'avaient même pas de téléphone, ils ne savaient même pas parler à leurs femmes. Quand nous allions les diviser, comment? Ils étaient à 7. Mais comment? Les choses peuvent se passer en amont. Mais non, c'est un manque de leadership, un manque de maturité. Et la population a vu finalement à qui est-ce qu'ils avaient affaire. Alors, là, nous allons continuer maintenant sur le terrain politique. Vous avez suivi la déclaration de la CENCO à travers la commission justice et paix, où les évêques demandent au fait au gouvernement, au pouvoir, de laisser tout le monde battre campagne librement, c'est-à-dire les militants des droits de l'homme, les journalistes, les témoins et tout ça. À qui est-ce qu'on a empêché de battre campagne? Je ne sais pas. Les manifestations publiques. La dernière manifestation publique de l'opposition avec 4000 personnes. 4000, vous dites? C'est la police qui a dit, c'est pas moi. 4000 personnes. L'UDPS n'était pas à cette marche. Ils avaient fait 4000 personnes. Ça leur avait été autorisé. Donc, je ne sais pas de quel rétrécissement vous parlez de l'espace politique. Mais c'est la CENCO, témoin neutre. La CENCO, c'est une structure, comme toutes les autres, avec un penchant à l'opposition. Un penchant à l'opposition, c'est quand même déjà neutre, on a vu. Si vous le dites. La justice, un grand problème dans ce pays. Exactement. Monsieur Ramazan en a parlé, mais quels sont les moyens, sur quel soubassement va-t-il vraiment agir pour en fait, redresser ce secteur très important et qui souffre de plusieurs... Il a parlé de l'autonomisation financière de la justice pour le permettre d'agir en un peu plus de manière départie du pouvoir exécutif. Je pense que plusieurs efforts, plusieurs allocutions ont même été faites par le président Joseph Kabila, demandant à la justice d'agir en toute équité, en toute légalité et pour le bien de la population, que la justice soit rendue sans tenir compte de la carrure, de la catégorie de celui qui naît en justice. Et je crois que lorsque le candidat parle du renforcement de ces aspects, c'est parce que l'on veut avoir une justice équitable au service du peuple. Et je pense que, comme nous l'avions eu à évoquer pour les autres facteurs, l'homme est au centre de chacune des actions qui doivent être menées. Nous voulons, pour l'avenir, avoir des bons magistrats. Parce que souvent, au même moment qu'il s'agisse du douanier de Kasumbalesa,
Au même moment, nous pouvons parler du magistrat qui est en ce moment en train de régler une affaire, Tripeng Aliema, à la TGI Gombe, qui l'appelle pour qu'il ne rende pas le droit comme il se doit. Oui, mais comment les rendre bons, ces magistrats? On a parlé de l'amélioration des rémunérations par le candidat. Oui, on a parlé de l'agrandissement de l'enveloppe et de l'autonomisation de leur budget et des moyens qui sont alloués au pouvoir judiciaire. Donc je crois que ce sont des agrégats qui permettraient aux magistrats qui est dépourvu de certaines difficultés d'agir plus en âme et conscience, parce que des fois, devant la difficulté, le bon sens s'atténue. Est-ce que c'est suffisant, en fait, pour... Ce n'est pas toujours suffisant, parce que l'homme, encore là, il s'agit de l'homme. Parce que si aux États-Unis, en France, nous avons des magistrats véreux, des gens qui sont surpayés par rapport à nous, qui ont certaines conditions de vie sociales, mais qui sont quand même reconnus coupables de corruption, qui sont des magistrats véreux, ça veut dire que l'homme, à un moment, chavire, se laisse aller par certains excès. Ça ne sera pas une garantie totale, mais ce sera déjà un fait qui viendrait atténuer la proportion du dysfonctionnement qu'il y a au niveau de l'administration judiciaire. Mais alors, quand il parle aujourd'hui du développement d'une géostratégie pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que cela cache? Non, vous savez, aujourd'hui, le Congo est un pays important, un pays entouré de 9 pays voisins. Il a notamment parlé de la création de plusieurs sociétés mixtes que nous devons avoir avec des pays voisins. Vous savez, nous n'allons pas demeurer dans le passé, nous n'allons pas demeurer dans ce qui s'est passé de mal entre nous et des pays voisins. Il y a des générations qui doivent venir après. Il y a les petits-enfants qui vont venir qui ne seront pas toujours conscients des difficultés que nous avions eues. À un moment donné, étant donné que nous sommes obligés de vivre ensemble pour l'éternité, ce qui peut nous rassembler, c'est notamment de fonder des économies, des entreprises ensemble, pour voir comment est-ce que, où il y a des intérêts communs, nous ne pouvons plus y apporter la guerre et l'insécurité. Et je pense que le candidat, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, a évoqué cette question. Donc ce sont des aspects importants. Et quelqu'un m'a soufflé ce matin que M. Ramazani n'a pas en fait beaucoup plus insisté sur les besoins sociaux des bases. Bien sûr, bien sûr. Il a parlé des besoins, il a parlé de la matérialisation, de la gratuité de l'enseignement qui est inscrit déjà au niveau de notre constitution depuis 2006. Mais dans la matérialisation posait problème. Il a donné les résolutions qui viendraient à même de pouvoir permettre la matérialisation de cette gratuité, notamment en rendant plus important l'enveloppe destinée au budget lié à l'éducation nationale. Il a parlé de la construction des écoles, notamment de la réhabilitation de 20 000 écoles. Donc il y a cette volonté notamment de rencontrer certains besoins sociaux de base, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la rémunération. Donc ces questions n'ont pas été oubliées. Oui, au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'il faut rendre les soins de santé beaucoup plus accessibles. Plus accessibles, ça a été évoqué, plus accessibles même aux personnes vulnérables. On a parlé de la garantie d'accessibilité plus facile, et ce dans les zones rurales, aux jeunes et aux femmes, qui sont des personnes vulnérables parfois, qui n'ont pas les moyens de se fournir, les moyens pour se faire soigner. Donc ces besoins sociaux de base ont été évoqués. Et j'ose croire qu'il n'y a pas un seul secteur de la vie sociale qui n'a été oublié. Il a même parlé des rapports qui existent entre les locataires et les bailleurs, qui doit aujourd'hui au Congo, plusieurs personnes sont locataires, plusieurs jeunes sont concernés, nous les jeunes. C'est une question de société. Et plusieurs candidats présidents de la République n'ont pas évoqué cette question. C'est pour dire que le projet hier n'était pas un projet de haut voltige, non. C'est un projet qui a parlé des problèmes du Congolais, des problèmes de tous les jours que nous rencontrons dans notre société. Alors, M. Patrick, je crois que nous allons nous séparer dans quelques minutes. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce discours? C'est la volonté d'aller de l'avant. C'est la volonté d'éradiquer des faits
qui nous retardent, la corruption, la fraude, l'impunité. Et je pense que si nous ôtons ces gangrènes de nos mentalités, de nos agissements, de nos responsabilités, notre pays ira de l'avant et nous pourrons atteindre le rêve de Patrice Emery Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila, celui du développement, celui de l'émergence. Et ce n'est pas impossible. Il y a un point qui a été évoqué par notre candidat et qui a particulièrement retenu mon attention. C'est l'économie de la connaissance. C'est très important. Nous avons du cobalt, nous avons du diamant, nous avons de l'or, nous avons de l'étain, nous avons du coltan. Mais c'est la connaissance qui nous permettra de bénéficier un peu plus de ces matières que de les exporter de manière brute. Et qu'est-ce qu'il dit, pour terminer, de la machine à voter qui risque d'être une entrave sans précédent je pense que tous les acteurs politiques aujourd'hui ont dit que nous irons aux élections avec la machine à voter. Non, pas tous. C'est une imprimante. C'est une question qui relève de l'exclusivité des prérogatives de la CENI. S'y immiscer, c'est déjà entraver le bon fonctionnement des institutions de la République. Même quand on accuse la CENI de ne pas respecter la loi, puisque la machine ne serait pas inscrite. Mais qu'ils disent la disposition de la loi qui proscrit l'usage de cette imprimante. Quelle est la disposition? Le vote électronique. Il ne s'agit pas d'un vote électronique. Il s'agit d'une imprimante qui nous facilite et qui rapidite le vote, compte tenu de ce que nous avons connu par le passé. C'est là où il faut convaincre. En 2011, pour que je puisse simplement me retrouver, j'étais candidat à la Lukunga, il m'a fallu à peu près 5 minutes, parce que c'était un gros journal comme ça. Donc le bulletin qui sera issu de la machine nous permet d'aller un peu plus vite. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de légendes, beaucoup de fables autour de ça. Alors, dans 48 heures, la campagne électorale. Exactement. Comment vous la voyez maintenant? Nous sommes prêts. Nous avons attendu ce moment pendant longtemps. Nous sommes prêts. Et vous allez voir comment est-ce que nous allons nous déployer au niveau du territoire national. Une campagne paisible, sans violence. Sans violence, paisible. C'est possible. Nous avons appris de nos erreurs. Je pense que la population aujourd'hui a beaucoup appris. La population aujourd'hui a acquis beaucoup de maturité. Il y a beaucoup de jeunes qui ont aujourd'hui été instrumentalisés par l'opposition, pour qui nous avons souvent de la peine. Mais aujourd'hui, ces opposants ne pensent même pas à eux. D'autres sont au gouvernement, d'autres sont à Genève, d'autres s'insultent, d'autres ne se mettent pas d'accord. À 2 jours des élections, il n'y a toujours pas de candidat commun à l'opposition. Ils nous ont accusés de tous les maux. Nous, on est d'accord, ça va bientôt faire plusieurs mois. La population a compris. Et j'ose croire qu'elle ne va plus s'hasarder à aller dans la rue pour les intérêts des politiciens véreux, des politiciens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire du Congo. Aujourd'hui, nous pouvons nous rassurer que nous aurons des élections dans la paix et le meilleur va gagner cette élection. Merci, Patrick Kanga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec un autre point de vue.